proie ou prédateur. Malheureusement, il n'y a rien entre les deux et ceux qui diront le contraire sont des menteurs. Toute ma vie, on m'a répété que j'avais de nombreux défauts et ils avaient raison. Et pourtant, ce sont exactement ces défauts-là qui m'ont permis de choisir mon camp. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait et surtout pourquoi tu devrais également faire de même. La plupart des gens passent leur vie à essayer d'effacer leurs défauts, à essayer de les gommer, de devenir plus lisses, d'être quelqu'un d'autre de plus acceptable et de plus conforme. Résultat, ils deviennent une version discount de l'homme puissant qu'ils auraient pu être à la base. Ils n'avancent pas et finissent irrémédiablement par devenir une proie. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi mon besoin de validation a été le moteur le plus puissant de ma carrière. Pourquoi être fainéant m'a permis de gagner jusqu'à 25 000 € de chiffre d'affaires mensuel sans trop me fouler. Et on terminera par mon défaut le plus clivant, celui que personne n'ose jamais assumer et bien malheureusement à tort. 6 défauts, 6 parties, 6 traits de caractère que beaucoup disaient merdiques, mais qui au final se sont avérés être des diamants bruts. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras tous les outils en main, non pas pour gommer tes défauts, mais pour les affûter à tel point qu'ils deviendront tes armes les plus puissantes pour performer. T'es prêt ? Celui-là est considéré comme étant le plus handicapant, à tort, et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai grandi avec un besoin constant de validation. Besoin qu'on me dise que j'étais quelqu'un de bien, que je faisais bien les choses, que j'étais à la hauteur. C'est un schéma de pensée, quelque chose qui vient de très loin, de la façon dont on se construit quand on est plus jeune. Je vais pas rentrer dans les détails, on en a strictement rien à foutre, mais ce besoin-là, lui, était bien réel. Il est resté, et pendant très longtemps, je l'ai considéré comme un réel problème et un réel handicap. Monumentale erreur. Parce que j'ai réalisé quelque chose que peu de monde perçoit. Parce que pour obtenir et mériter la validation des autres, il faut forcément d'abord produire quelque chose qui va le mériter. Et ce besoin de validation m'a obligé à exceller. Ça m'a obligé d'aller plus loin que les autres dans tout ce que j'ai entrepris. Ça m'a poussé à me lancer des défis constants pour pouvoir avoir quelque chose à montrer, quelque chose qui mérite d'être reconnu. Et souvent, les gens qui n'ont pas besoin de validation ou qui s'en foutent totalement, eux, se contentent de rester dans leur médiocrité confortable. Ils ne se sentent soumis à aucune pression, donc personne ne les juge, personne ne les évalue, personne ne les regarde, et eux non plus d'ailleurs ne se regarde pas vraiment. Moi, j'avais besoin de ce regard extérieur, donc je me suis débrouillé pour produire quelque chose qui allait mériter ce regard. Mais je ne suis pas resté là. Je suis passé au niveau supérieur, à ma forme finale. Ne plus rien avoir à foutre de la validation des autres ou du regard des autres, parce que la seule validation dont j'avais besoin maintenant, c'était la mienne. Et c'est justement là qu'apparaît le défaut numéro 2. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'on a pu me casser les couilles avec? Je suis un foutu égoïste, profondément. Et je l'assume sans la moindre gêne. Je ne perdrai plus une seconde de mon temps, un gramme d'énergie, avec des personnes qui ne m'apporteront rien. Je me positionne systématiquement au centre de toutes mes priorités. Et ce que je vais te dire va peut-être te choquer, mais je passerai constamment avant tous les autres. Avant mes amis, avant mes relations et avant les attentes des autres. Alors la majorité des gens trouvent ça choquant et toi peut-être qu'en regardant cette vidéo, t'es choqué aussi. Parce qu'on nous a appris que l'égoïsme c'est mal, vous voyez. Parce qu'il faut penser aux autres avant de penser à soi, la solidarité et blablabla. Ah, j'en ai rien à foutre. Parce que ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'un homme qui se met constamment en dernier sur sa liste de priorités n'aura plus rien à offrir aux autres au final. Un homme épuisé, insatisfait, qui n'a jamais su construire ce qu'il rêvait de construire, il n'est plus d'aucune utilité pour ses proches. Ça devient un putain de boulet. Et une personne qui va tout donner sans compter, c'est une personne qui est trop disponible, et c'est une logique de base, ce qui est trop disponible perd sa valeur, et finit par ne plus en avoir aucune. Quand je me porte bien physiquement, mentalement, financièrement, les gens qui sont autour de moi en bénéficient par ruissellement. C'est logique. Pas parce que je sacrifie ce que je suis pour eux, mais parce que je vais construire quelque chose de solide pour moi qui leur sera bénéfique naturellement. L'égoïsme, quand il est bien construit et bien maîtrisé, ce n'est pas ignorer les autres, mais c'est arrêter de s'ignorer soi-même. Mais pour en arriver à ça, ça passe par un autre défaut extrêmement puissant également. 2 mots qui font peur, encore plus quand ils sont mis côte à côte, mais qui offensivement ont plus de talent et de puissance offensive que les frères d'Eric quand il s'agit de la mettre au fond du filet. Et tu vas vite comprendre pourquoi je dis ça. Je ne fais jamais et je n'ai jamais fait les choses à moitié. Quand je décide de faire quelque chose, c'est radical, c'est immédiat et je vais jusqu'au bout. Ah, et je suis impulsif aussi. Je suis capable de prendre des décisions majeures et risquées sur un coup de tête, sans avoir forcément besoin de peser le pour et le contre pendant des semaines, sans avoir à demander l'avis de quiconque,
parce que clairement j'en aurais rien à foutre, et sans me laisser le temps de me convaincre que je ne dois pas le faire. Totalement inconscient, me dirais-tu. Eh bien merci, ça me va droit au pec. Alors je vais peut-être être brutal dans mes paroles, mais mon divorce, j'ai su m'écouter et j'ai agi. On m'a dit que j'étais égoïste, que j'ai fui et que j'étais un très mauvais mari. Eh bien oui, c'est vrai. J'ai été égoïste en pensant à moi et à quel type d'homme je voulais vraiment être dans ma vie. Et j'ai également fui une situation qui était totalement toxique, qui me tirait vers le bas et qui aurait fini par me tuer un jour ou l'autre. Et en tant que mauvais mari, j'ai décidé de changer et devenir le meilleur des ex. Quitter l'hôpital pour devenir infirmier libéral. Décision prise en 1 heure, en plein milieu d'une réunion de service, exécutée immédiatement. Les gens autour de moi ont dit que j'étais complètement fou, que je quittais la sécurité de l'hôpital, que j'étais inconscient, irresponsable. Eh bien encore une fois, je suis resté fidèle à mes fameux défauts, j'ai pas réfléchi, j'ai agi. Résultat, dès le 2e mois à mon compte, j'avais déjà triplé mon salaire de base que je gagnais à l'hôpital, et 9 ans après, il était multiplié par 20. Tout plaqué au sommet pour reprendre à zéro au Maroc. Même chose. Pas de plan sur 10 ans, une conviction, une certitude, une action. Lancer ma page Instagram, lancer ma page YouTube, j'ai pas réfléchi, j'ai agi directement. J'ai écrit mes scripts, j'ai enregistré mes vidéos, j'ai fait mes montages, j'ai tout fait à la chaîne. Si j'avais pris le temps de réfléchir comme 90% des gens font, je serais encore en train de peser le pour et le contre et je serais bloqué dans l'inaction. Les gens sont trop patients quant à leur passage à l'action et impatients quant à leurs résultats. Ils devraient fonctionner totalement à l'inverse. Certes, l'impulsivité m'a fait parfois faire des erreurs, mais elle m'a surtout fait saisir des opportunités que je n'aurais jamais pu saisir si j'avais réfléchi. Les meilleures décisions de ma vie, je les ai prises rapidement sur un coup de tête, en me faisant confiance à moi et mon instinct. Les pires décisions de ma vie, c'est celles où j'ai attendu et où j'ai trop réfléchi. On peut dire ce qu'on veut, mais l'homme reste un animal dirigé par son sexe et ses hormones. Il doit par conséquent réapprendre à se fier à ses instincts. Mais comme tout mammifère qui se respecte, l'homme a aussi besoin d'hiberner, d'où mon défaut suivant. Je suis un fainéant, un vrai, et j'en suis fier, et je l'assume. Mais attention, pas le genre de fainéant qui squatte en pyjama toute la journée devant Netflix en bouffant de la merde en faisant le monde dans sa tête. Mais le genre de fainéant qui va optimiser à fond la caisse son travail pour avoir le maximum de résultats en dépensant le moins d'énergie. Et là, c'est pas pareil. Quand j'étais infirmier libéral, mon objectif était très simple. Rentrer le maximum d'argent en faisant le moins possible. Alors c'était pas du tout de la flemme, mais c'était de l'économie d'énergie et de l'intelligence. Et je pense que tout le monde devrait raisonner comme ça. Alors pendant que mes collègues s'épuisaient à faire du domicile pur et dur, c'est-à-dire 3 heures de route pour pouvoir voir 10 patients, moi j'ai décidé de faire autrement et d'aller chercher les structures. Des établissements, je pouvais voir 10, 15 ou 20 patients en une demi-heure de temps. Oui, parce qu'ils sont tous réunis au même endroit. Même chiffre d'affaires, voire même parfois multiplié par 2 ou par 3 par rapport à mes collègues, mais en 3 fois moins de temps et 3 fois moins d'énergie dépensée. Mais alors comment est-ce que c'est possible d'être fainéant et de réussir aussi bien? Comment on fait pour optimiser sa fainéantise? Eh bien, un fainéant de base va optimiser bien plus que quiconque, parce qu'il n'a tout simplement pas envie de se fatiguer sur des choses qui ne vont rien lui rapporter. Il va faire le tri en permanence, et il va chercher des leviers intelligents pour développer de la puissance, plutôt que de faire appel à de la force brute. Les gens qui s'épuisent en bossant 16 heures comme des acharnés pensent que la quantité de travail fait le mérite. Mais s'épuiser à la tâche comme ça n'est ni un mérite, ni une vertu. Et bien souvent, c'est simplement du désordre qui est déguisé en travail. Mais j'avoue quand même qu'il m'a fallu encore un autre défaut pour pouvoir optimiser cette fainéantise de niveau international. Mais j'avoue que celui-là, il est pas évident à gérer et très peu sont les gens qui acceptent de l'embrasser pleinement. Quand j'ai voulu développer mon activité d'infirmier libéral et que j'ai fait le tour de tous les cabinets médicaux de la région, il était évident que personne voulait de moi. On me voyait débarquer, pourquoi on m'aurait confié des patients? Oui, j'étais en concurrence avec des jeunes infirmières, toutes pimpantes, toutes fringantes. C'est quand même plus sympa à recevoir pour un médecin dans son cabinet qu'un gros barbuchon avec des bras qui font la taille de ses cuisses. Bref, personne ne voulait de moi, les portes se refermaient sur mon gros pif, j'étais officiellement l'infirmier dont personne ne voulait. Donc j'ai raisonné différemment. Les gens sont convaincus que je suis une merde. Pourquoi est-ce que je vais me battre contre ça? Non, il n'y a pas besoin. Je vais être beaucoup plus intelligent. Si personne ne veut de moi, je vais aller chercher les patients dont personne ne veut non plus. L'infirmier dont personne ne veut pour les patients dont personne ne veut. Je suis très fier de ce slogan. Les cas complexes, les patients difficiles, les patients souffrant de troubles psy dont personne n'ose s'aventurer dans les appartements, tous les patients que les
les infirmiers ne voulaient pas parce que c'était trop compliqué, c'était trop dur, trop chronophage ou pas assez rentable au niveau financier, eh ben je l'ai récupéré. Parce qu'aussi chiant et difficile que soit un patient, c'est un être humain et il a besoin d'être soigné. Alors j'ai accepté d'être catalogué comme étant l'infirmier des causes désespérées. Et tu sais ce que j'ai découvert? Ces patients-là étaient bien plus faciles qu'on croyait. Le fait qu'ils conscientisaient qu'ils étaient malades, que c'était des cas compliqués, difficiles à traiter, ben c'était déjà un fardeau moral pour eux. Et pour une fois dans leur parcours de santé, ils se retrouvaient face à un infirmier qui n'en avait rien à foutre, qui les prenait tels qu'ils étaient, qui les soignait et qui tapait des barres avec eux. Et qu'est-ce que ça m'a apporté en bonus? Toute une niche de patients dans la région, juste pour moi. En acceptant de passer pour une merde aux yeux des autres, je m'étais tout simplement ouvert un marché énorme dont personne ne voulait et dont tout le monde passait à côté. L'ego te fait parfois refuser des opportunités parce que tu les juges indignes de toi. Mais j'ai appris qu'accepter temporairement d'être en bas est souvent le moyen le plus rapide pour arriver en haut. Et là, c'est le moment du dernier défaut. Et je pense sincèrement être la seule personne que je connaisse dans mon entourage à être en capacité de le verbaliser comme ça, et encore pire, à l'assumer ouvertement. Je suis un manipulateur. Et je tiens vraiment à être honnête là-dessus parce que c'est un défaut que peu de personnes osent assumer. Je n'ai absolument aucun mal à manipuler les gens, à me faire passer pour un abruti, un mec musclé qui a rien dans le cerveau, qui a tout dans les bras, qui a à peine 2 neurones de connectés, et d'être le mec sans cervelle qu'on sous-estime constamment. Parce qu'on va être honnête, quand on te catégorise en tant que gros débile, t'es plus une menace pour les gens. Plus personne ne se méfie de toi, on te calcule plus, tout le monde baisse sa garde, les gens finissent par parler librement devant toi, ils oublient tellement ta présence qu'ils finissent par se montrer tels qu'ils sont vraiment. Et c'est exactement dans ce moment-là que tu vas récupérer toutes les informations, toutes les cartes, tout le terrain pour pouvoir agir. Manipuler les gens pour se faire sous-estimer, c'est un avantage stratégique monstrueux. Sun Tzu l'avait compris et expliqué à son époque, feindre la faiblesse pour laisser son adversaire baisser la garde. C'est pas de la malhonnêteté, c'est de l'intelligence stratégique. Mais attention, je te vois venir. Je tiens à apporter quand même une nuance parce qu'il faut pas tout mélanger. Pour ma part, je pense qu'il y a 2 types de manipulation. Celle qui est bienveillante et celle qui est malveillante. J'ai toujours préféré l'utiliser pour observer, pour comprendre des situations et pouvoir me placer stratégiquement là où personne ne m'attend. Pour pouvoir agir quand le moment est le bon et pour ne pas avoir à m'exposer trop tôt. Ou pour amener une personne à se dépasser, à atteindre son objectif et à performer de la meilleure façon. Qu'est-ce que le coaching mental si ce n'est pas la manipulation? On va amener des idées, des principes, des phrases, des déclics, on va créer des électrochocs dans la tête d'une personne pour qu'elle soit amenée à se dépasser. C'est de la manipulation. 6 défauts, 6 choses que j'aurais pu passer ma vie à essayer d'effacer parce qu'on me répétait en boucle que c'était quelque chose de mauvais, mais j'ai décidé d'être têtu et de les chérir pour mon bien. Ah, d'ailleurs, être têtu, c'est un défaut de qualité que j'ai oublié de mettre dans la liste. Tes défauts ne sont pas des obstacles à corriger, ce sont des outils à comprendre et à perfectionner. La réelle question que tu dois te poser, ce n'est pas comment t'en débarrasser, mais comment les mettre à profit pour arriver à atteindre les objectifs que je me suis fixés. Si t'es arrivé jusqu'ici, encore une fois, merci à toi. N'hésite pas à me donner de la force comme t'aimerais qu'on t'en donne si c'était ton projet. Un petit like, un abonnement, un commentaire si tu veux me faire la totale. Ah oui, et au fait, n'hésite pas à laisser en commentaire quel est le défaut que tu as toujours voulu corriger, mais qui au final pourrait s'avérer être ton arme la plus puissante. Promis, je lis et je réponds à tous les commentaires. À la prochaine.